parole au formateur. Alors, bonsoir à tous et à toutes. On est environ 17 participants au webinaire. Ça tombe super bien. Alors, je vais partager mon écran pour que vous le recevez facilement. Et j'espère que vous voyez tous mon écran, enfin mon partage que j'ai fait. Euh, alors, donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui est lié à l'intérieur des objets, tout ce qui est objets connectés, donc tout ce qui est système embarqué et tout ce qui est dans le milieu de ce secteur-là, pour nous donner en gros une vision sur tout cet environnement-là, pour nous donner la possibilité, enfin des idées de pouvoir, si on a des projets, le faire de manière simple. Donc en gros, ça sera un guide où on pourra parler de tout. Et donc, je vous invite, si vous avez des questions, de soit lever la main avec le petit stylet ou laisser dans le chat des questions et au fur et à mesure, on répondra. Donc, je précise que ce webinaire-là, disons, c'est une introduction aux objets connectés. Donc, ici, on ne sera pas des experts, mais on aura des outils, on aura des guides pour nous amener à comprendre ce qu'on veut faire. Donc, en gros, c'est une entrée en matière de l'intérêt des objets. Donc, il y aura des thèmes qui seront un peu techniques. On va les démystifier, on va les parler le plus simplement possible pour permettre à tout le monde de comprendre et permettre à ce que tout le monde puisse, au sortir de là, comprendre la majorité des choses qui seront dites. Donc, j'ai appelé cet échange entre vous et moi, je l'ai appelé Parlons d'eux. Alors, dans Parlons d'eux, disons que c'est des écrits que je fais, je le fais depuis 2018. Et après un bon moment, je les avais stoppés pour des raisons de perso. Voilà. Et là, je pense que le moment est bien sorti par le biais de HFAB Lab qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler de tout cet environnement-là, donc de pouvoir parler de tout ce qui est lié à l'intérieur des objets. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prosper Yao. Euh, alors, donc, je suis architecte solution TDSE et designer ads. Alors, donc, TDSE, ça signifie quoi? C'est du système de transmission de données sol bord embarqué. En gros, je suis architecte de solutions de transmission de données sol bord embarqué et designer de cartes électroniques. Donc, en gros, ce que je fais, je conçois des équipements qui sont embarqués soit dans des véhicules, soit dans du ferroviaire, qui arrivent à communiquer avec des équipements qui sont au sol, donc qui sont dans les centres de monitoring, dans les salles de pilotage. Donc, en gros, je fais du temps réel, du real time, et aussi pouvoir faire du stockage de données pour pouvoir par la suite faire de la provisualisation sur ces différents éléments-là. On aura le temps de parler bien évidemment de ça. Et ajouter à ces différentes compétences-là, je suis également consultant en Internet des objets et de domotique. Disons que je suis rentré dans le milieu professionnel par le biais de la domotique, chose que j'aimais bien depuis le lycée. Et par la suite, j'ai essayé de monter en compétence sur d'autres sujets tels que l'IoT, les systèmes embarqués et tout l'environnement qui est autour. Également passionné de robotique. Pour ceux qui me connaissent, ils ont cette expérience-là de moi que je suis un fervent amoureux de la robotique. Donc, je partage mes connaissances là-dessus, mais c'est en utilisant les systèmes ROS et tout ce qui va autour et également sur l'automatisation. Et en ma dernière casquette, je suis entrepreneur, CEO de IoT Ivoire, qui est l'une des entreprises formées par mes collaborateurs et moi, donc, qui avons travaillé dans presque la même entreprise. Et par la suite, on a développé IoT Ivoire, qui est une entreprise qui est évidemment spécialisée dans la conception des objets connectés, de la domotique, de l'éteigne des objets, qui fait du design ad et des micro-logiciels pour fonctionner tout cet environnement-là.
Bien. Alors, donc, dans ce webinaire, on apprendra à, à parler de l'Internet des objets, on parlera des objets connectés, on parlera de tout ce qui est lié autour. On apprendra, on aura des outils pour nous aider à pouvoir travailler dans cet environnement-là. Donc, ça sera vraiment simple. Donc, comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour qu'on puisse les répondre rapidement. Alors, donc, en première partie, on fera tout ce qui est généralité autour de l'Internet des objets et savoir vraiment la différence entre l'Internet des objets et les objets connectés. Donc, en gros, déjà, qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets? Donc, selon l'Institut du génie électrique et de l'électronique, l'Internet des objets est un réseau qui relie des objets identifiables de manière unique à Internet. En vrai, c'est le simple fait qu'il y a des objets qui puissent pouvoir communiquer leurs données à partir de l'Internet. Donc, ce terme-là, il faut dire qu'il est né en 1999 par un ingénieur britannique du nom de Kevin Aston, qu'il a juste employé dans un de ces systèmes qui désignait le fait de pouvoir interconnecter des objets physiques à Internet. Et donc, en parlant de ça, on attend deux termes qui reviennent beaucoup. On attend Internet des objets, on attend objets connectés. Alors, donc, la différence entre les deux, c'est quoi? Alors, l'objet connecté, c'est un objet qui possède des capacités de pouvoir échanger ces données-là avec une entité physique ou numérique. Et l'Internet des objets, c'est l'extension du réseau Internet qu'on connaît. Donc, à des objets ou à des lieux du monde physique. En anglais, on parlera d'Internet of Things, donc, ou IoT. Donc, en gros, la différence pour ne pas nuancer les deux, c'est ces éléments-là. Donc, l'objet connecté, c'est l'objet physique lui-même. Et l'Internet des objets, c'est le réseau qui permet à ce qu'on puisse pouvoir faire communiquer ces différents objets dans le milieu. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, pourquoi l'IoT? Pourquoi on parle d'Internet des objets? Pourquoi on parle de ce milieu-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle de l'Internet des objets parce qu'en vrai, c'est une évolution naturelle de la technologie. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui arrive à ce moment où on ressent le besoin de ne plus faire certaines tâches manuelles, mais durant ces tâches-là automatiques. Donc, durant ces tâches-là plus faciles à exécuter et de monter en compétence sur d'autres éléments. Donc, de pouvoir parler d'autres choses et penser à aller plus rapidement. En gros, euh, produire plus tout en optimisant sa manière de production. Également aussi, pourquoi l'IoT? Donc, c'est pour une assistance dans nos activités personnelles et professionnelles. Également aussi, il permet de pouvoir réduire les coûts de dépenses considérables. Donc, comme aujourd'hui, dans le milieu de l'industrie, dans le milieu de la santé, dans le milieu de la sécurité et tout. Donc, en termes d'estimation, aujourd'hui, on a plus de 50 objets connectés. Donc, en gros, c'est une estimation faite par une entité qui s'appelle IoT Analytics, dont on va en parler plus bas, qui nous montre en gros les chiffres qui sont présents dans le monde. Donc, quand on parle d'objets connectés, on parlera de presque tout, hein. On parlera du monde connecté, on te parlera d'un téléphone, on te parlera de plein de choses qui peuvent être connectées à Internet. Donc, dans le milieu, on peut connecter tout et n'importe comment. Après, tout dépendra de l'utilité qu'on va apporter à la chose. Alors, lié à ça, disons que l'intelligence des objets intervient dans différents domaines d'activité. Et ces différents domaines d'activité-là, il y a certaines qui sont les plus, euh, qui sont les plus utilisées, dont notamment, on a le secteur des smart cities, donc le secteur de la domotique. Si vous avez peut-être déjà entendu parler de ce thème de domotique un peu partout. Donc, c'est un secteur d'activité qui utilise les objets connectés. Et également sur le milieu de la santé. Donc, je reviens sur les smart cities, donc la domotique. Donc, là-bas, on parlera d'éclairage connecté, on te parlera d'enceintes multi-home, on te parlera de store connecté, on te parlera de piscine connectée, on te parlera de portail automatique connecté. Donc, il y a tous ces différents éléments qui vont rentrer dans ce jeu. On te parlera également de véhicules connectés et tout ça. Et donc, sur le milieu de la santé, on te parlera de monde connecté, on te parlera de suivi biologique à distance. Donc, ce sont ces éléments-là. Également aussi, on parlera de l'internet des objets dans le milieu de l'agriculture.
où tu auras des capteurs qui pourront te remonter certaines données du sol pour pouvoir faire de l'agriculture de précision, où on pourra te remonter des données de l'humidité du sol, la température du sol, le pH du sol. Pour ceux qui sont dans le milieu agricole, savent que ces données-là sont très importantes pour eux. On te parlera aussi des NPK, donc c'est des données pour les agriculteurs qui sont très importantes, qui permettent de pouvoir prédire, savoir quelle culture il y a à faire précisément sur ce sol. Donc le sol est alcacin ou, enfin, ils ont les thèmes techniques vraiment qu'ils connaissent bien. Les, les personnes qui travaillent dans le milieu agricole. Et donc, l'intelligence objet est un moyen de faciliter la vie à ces agriculteurs-là. Pour, pour la petite histoire, je pense en 2017-2018, on avait avec mes collaborateurs d'avant, on avait participé à un concours organisé par la Banque mondiale et qui était un projet financé, oui, par la Banque mondiale, bien évidemment, mais sur l'appui du PSNDA, si je ne me trompe pas. Et on devait présenter des solutions qui étaient liées à l'agriculture. Donc, on avait remporté ce prix-là. On était les premiers de ce concours, justement, parce qu'on avait présenté une solution qui permettait à la fois de récupérer les données du sol et également aussi de pouvoir faire de l'arrosage automatique à distance. Donc, juste avec le téléphone, juste envoyer une impulsion et ça a démarré automatiquement l'arrosage. Et on recevait les données du sol et on pouvait voir ce qui se passait en termes d'humidité, en termes de niveau d'arrosage du sol. Donc, on l'avait fait, ça avait vraiment marché. Et cette chose a continué de marcher jusqu'à aujourd'hui. Donc, on retrouve également aussi euh, l'intelligence objet dans le milieu du transport, dans le milieu des loisirs, du sport, de la mobilité, de l'industrie, euh, de la logistique. Franchement, on trouve aujourd'hui l'intelligence objet partout, dans toutes sortes d'activités. Même là où on se dit, de ne pas voir l'intelligence objet, elle a son utilité, elle a sa nécessité. Le monde d'aujourd'hui a changé, donc du coup, tout ce qu'on fait, on a besoin d'automatiser une tâche, on a besoin d'être plus positif, on a besoin d'atteindre un certain niveau. Et du coup, le milieu est vraiment, 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 vraiment grand. Et l'intelligence objet, euh, il y a quoi? Et dans ce milieu, il intègre toutes les fonctionnalités, il aide à la prise de décision dans certains environnements. Donc, pour parler de chiffres, je vais vous montrer un graphe qui a été produit par IoT Analytics, qui est l'une des plateformes qui montre tous les chiffres que génère l'IoT, donc tout ce qui est comme statistique, tout ce qui est comme données liées à l'IoT, vous le trouverez sur cette plateforme-là. Et donc, il dit que pour 2024, alors disons que le chiffre d'affaires que va générer ce milieu-là, c'est de 295 milliards de dollars. Donc, ce qui va représenter plus de 22% de la croissance. Ouais. Et donc, du coup, entendre ces chiffres, c'est époustouflant. C'est des choses qui donnent à croire que dans ce milieu, il y a vraiment de la richesse à se faire. Il y a vraiment un positionnement qu'on doit se faire. On se dit, mais attends, si ces chiffres-là sont énormes, comment est-ce que je peux récupérer ma part du gâteau? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter enfin, en intégrant soit des solutions ou en me positionnant à ce niveau pour pouvoir apporter quelque chose à ce marché-là. Donc, en gros, voici ce que peut rapporter le projet, enfin, l'environnement de l'intelligence des objets aujourd'hui sur le, le marché international. Et plusieurs entreprises se sont positionnées à certains niveaux pour pouvoir euh, remporter, récupérer le part du gâteau en vrai de ces solutions-là. Donc, notamment les big entreprises telles que Microsoft, telles que Intel qui produit enfin, des microcontrôleurs, tout ce qui est semi-conducteur, et Microsoft qui, lui, produit du soft dans tout ce qui sera plateforme, de, embarqué plateforme IoT et tout ce qui va avec. Donc, Cisco qui sera, lui, par exemple, pour qu'il positionne au niveau des transports des données, de la gestion de la data et tout. Donc, il y a plein de fabricants qui sont dans ce milieu-là. La question qu'on va se poser, où, où, où est-ce que nous, on va se situer dans ça? Donc, on va arriver à cette question. Donc, je reviens un peu sur un slide qui est, qui est très parlant.
ce slide-là. Alors, donc, en 2018, le milieu des objets connectés, l'IoT, était le plus dominé par les maisons connectées. Donc, tout ce qui était Smart City était en tête, donc avec une progression de plus de 23%. Et ces dernières années-là, les choses ont commencé à un peu changer. Donc, il faut dire que ces statistiques-là sont plus faites par les pays qui sont de l'Europe et les pays qui sont les pays américains également. Donc, et nous, l'Afrique, on ne représente pas, enfin, le pourcentage côté Afrique est un peu très bas. Et donc, du coup, ces statistiques qu'on retrouve dans les années 2018, disons que si on fait une projection, nous, on est encore à ce niveau-là. Donc, j'avance un peu mon slide. Donc, ça, c'est les statistiques présentes pour 2020. Donc, 2020, ce n'est plus la domotique qui en fait un boom, mais aujourd'hui, c'est plus l'IoT utilisé dans le milieu industriel, dans le milieu de l'industrie où il y a vraiment un boom qui est fait, dans le milieu du transport, dans le milieu de l'énergie, où il y a vraiment, vraiment un boom qui est en train de progresser. Mais par contre, quand on revient à 2018, le boom qui était fait, c'était au niveau des smart cities, parce que l'IoT était rentré dans le milieu avec l'intégration de tout ce qui est solutions domotique qui fonctionnait très bien. Et par la suite, il y avait le milieu industriel qui essayait aussi de faire un gap. Et ajouté à ça, il y avait les smart buildings également qui essayaient aussi de monter. Donc, en vrai, les statistiques présentées ici, si on veut le ramener à l'échelle ivoirienne, on se retrouve à cette étape-là, où les smart cities représentent aujourd'hui 23% de l'évolution de l'IoT. Vu qu'on rentre dans cette ère de modernisation dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a la construction de plein de bâtiments qui se font. Donc, ces bâtiments-là, il soient économe en énergie. Il ne faudrait pas qu'il y ait vraiment beaucoup de conso. Il faut réduire la consommation énergétique. Il faut pouvoir produire de l'énergie, de pouvoir la réutiliser. Il faut diminuer le coût de production en termes d'énergie et les charges qui sont liées à ça. Il faut pouvoir faire des maisons qui sont intelligentes, des maisons qui vont pouvoir communiquer avec le, l'humain. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont en train de faire un boom là actuellement. Et un autre secteur que le secteur industriel aussi qui intègre, qui a vraiment besoin aussi de ce milieu-là de l'IoT également, qui est en train oui, qui cherche à avoir des solutions pour minimiser le coût de prod et pouvoir faire un maximum de gains au niveau de leurs différentes activités qu'ils font. Donc aujourd'hui, en 2024, là où nous sommes, toujours sur le milieu industriel qui est en train de faire un boom. Et il y a le milieu aussi des smart grids qui est en train de monter. Donc ça, c'est le milieu de l'énergie. Donc smart grid, c'est tout ce qui est réseau électrique intelligent. Donc, c'est le fait de pouvoir à la fois produire de l'électricité à partir soit du panneau solaire, soit de l'énergie éolienne, soit des centrales, barrages d'eau électrique, des centrales thermiques. Donc, tout ça sont produits de l'énergie et est envoyé dans le même réseau. Du coup, une personne lambda qui a une maison, qui a un toit, devient en gros à la fois producteur et consommateur. Donc, il peut produire l'électricité, l'ingérer dans le réseau et en même temps consommer. Donc, en vrai, ça lui fait un certain gain sur son, sur sa facture d'électricité, quoi. Donc, il y a certains ratios qui sont faits pour lui faire gagner un peu de... Pour qu'il y ait une réduction sur lui, c'est sur sa facture. Donc, c'est un peu ça. Et il y a le milieu aussi également de la grande distribution qui est en train de faire un boom. Donc, notamment avec l'utilisation intelligente de tout ce qui est capteur de poids, de tout ce qui est optimisation de, de l'expérience client. Donc, quand on va au supermarché, un produit qui est beaucoup utilisé, où est-ce qu'il faut le positionner pour qu'il soit vraiment, vraiment le plus vite écoulé pour pouvoir faire du ravitaillement rapide. Donc, tout ça, là où tu te permets de pouvoir faire toutes ces déductions-là pour savoir à quel moment est-ce que tel produit est beaucoup utilisé, quel type de catégorie il faut mettre pour pouvoir faire la détection de ce produit-là qui s'écoule pendant telle période à tel pourcentage et le remplacer rapidement.
Alors, donc, comment se fait la segmentation du marché qui est liée à l'IoT? Donc, je rappelle que toute cette partie-là, c'est une partie historique pour savoir un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, comment est-ce qu'on a segmenté le marché? Donc, il faut dire qu'il y a deux grandes catégories. Alors, donc, il y a les objets connectés grand public. Donc, quand on connaît bien, donc les bracelets connectés, les montres connectées, les vêtements connectés, tout ce qui est le téléphone, donc, tout ça, c'est le monde du grand public. Et donc, ça, c'est un marché qui est en train qui fait un boom. La vraie valeur de ces objets connectés-là, donc c'est dans l'usage amélioré qu'il apporte à son utilisateur. Et il y a le secteur des objets connectés B2B, donc qui, lui, par contre, est un secteur qui est le plus à l'usage des industriels, qui, eux, sont plus dans ce milieu-là. Il faut dire que ce milieu-là, il est peu restreint. Et par contre, là-bas, les chiffres sont, tu peux te faire une grande marche sur un projet avec une industrie que un projet avec du grand public. Je prends par exemple, euh, là récemment, j'ai reçu un dossier dans la semaine là qui parlait sur Abidjan, enfin à l'intérieur du pays plutôt. Et même bon, l'entreprise a sa base à son siège à Abidjan, qui disait qu'ils ont, enfin c'est une usine de riz, donc ils veulent pouvoir optimiser le processus de la transformation du riz. Donc, partie du fait que le riz arrive dans les gros camions, et il faut à la fois pouvoir mesurer le poids de ces éléments-là et à la fin produire du riz. Le problème qu'ils ont, c'est qu'à l'entrée, ils font des actions manuelles où il faut, avec une machine manuelle, dans chaque sac, peser le poids du riz qui est déversé à partir du camion. Donc, si on arrive à mettre un système en place qui permet de mesurer automatiquement ce poids-là, le système récupère directement le truc, le met dans la machine qui permet de pouvoir l'envoyer dans les autres machines de séchage et par la suite faire toute la chaîne avec, par la suite pouvoir sortir du riz, le mettre dans les sacs de 50 kilos. Et dans toute l'étape du processus-là, il y a plus de, je pense 6 ou 7 capteurs de poids qu'on doit poser ou qu'on doit proposer comme solution, mais qui, elles, toutes doivent être connectées à une plateforme de visualisation qui montre toute la donnée en temps réel. Donc, ça, c'est le milieu du B2B. Donc, ce type de projet va prendre plus de temps pour pouvoir le déployer parce qu'il y a une phase d'étude, il y a une phase de négociation. Et ça va mettre du temps. Mais quand les choses seront bonnes, tu gagneras plus là-bas que faire des objets connectés en grand public. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça la différence entre ces deux catégories. Alors, donc, pour parler un peu architecture de l'IoT, ça serait un peu technique, mais bon, je pense que la majorité de ceux qui se trouvent dans ce webinaire-là ont plus de visibilité sur ce côté-là. Alors, donc, pour ceux qui ont fait un peu l'informatique, connaissent ce qu'on appelle le modèle OSI, donc, qui est un modèle à 7 couches et qui est représenté ici, présenté. Donc, il y a la couche physique, il y a la liaison des données. Alors, il y a la partie réseau, il y a le transport, il y a la session, il y a la présentation et la partie application qui est la dernière vue. Donc, en gros, quand on prend un téléphone, l'interface qu'on voit, c'est la partie application. Mais pour que la donnée arrive là, il y a une grosse partie qui est faite pour arriver à la partie application. Et donc, l'architecture de l'IoT aussi respecte le modèle OSI, mais à sa manière. Donc, comment est-ce que c'est présenté? Donc, l'architecture IoT est subdivisée en trois grandes parties. En fait, c'est en 4 blocs, mais il y a 2 blocs qui se ressemblent normalement, à peu près. Donc, il y a toute la partie gateway réseau de communication. Donc, en gros, il y a 3 grandes parties donc, qui sont la couche physique, la partie physique qui est l'objet lui-même, le réseau, la gateway et la partie application qui, elles, sont représentées dans le modèle OSI présenté à droite. Donc, on arrive à voir l'objet physique dans l'objet physique lui-même, la liaison de données, tout ce qui est réseau, dans le réseau, le transport, la session et la partie application, dans présentation et application. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à ça. Donc, quand on regarde la partie où je passe la souris, donc, c'est la partie objet, donc c'est la partie physique qui est représentée ici. On peut voir n'importe quoi, on peut avoir une poubelle connectée, un tracteur,
un collier autour d'un chien, un capteur de fumée, un capteur de mouvement et tout ça qui est présenté ici. Et par la suite, dans la partie réseau et gateway, on a tout l'environnement qui est au milieu. Donc, toutes les gateways, toutes les passerelles qui vont permettre de pouvoir communiquer avec les objets. Et le réseau lui-même par lequel on passe pour pouvoir communiquer. Et également la partie application qui elle est présentée ici avec les plateformes de toutes les plateformes IoT. Donc, vu qu'on rentre un peu technique, ceux qui ont des questions pouvaient le signaler pour qu'on puisse répondre directement à vos questions. Euh, Présentant encore l'architecture sur un autre angle, ça ressemble à peu près à ça. Alors, donc, on a l'objet qui est le device présenté ici. On peut prendre par exemple une voiture ou une montre connectée. Donc, la montre connectée communique à partir d'un réseau, soit le Wi-Fi, soit la 5G, soit le Bluetooth. Et il est lié à passe par Internet, par la suite qui arrive sur une plateforme IoT dont on va en parler, tout ce qui est plateforme IoT, on en parlera. Et qui par la suite, il y a une interface de visualisation qu'on a sur nos écrans, sur nos smartphones et tout ce qui va avec. Donc, de manière détaillée, on aura en termes de composantes, on aura le capteur lui-même qui est, donc, qui est présenté là. On peut avoir un capteur de température, un capteur de fumée, n'importe quoi. Tout objet qui peut être connecté, s'il a une utilité, bien évidemment, dans l'environnement. Donc, il est présenté là. Par la suite, on passe par un réseau de communication. Donc, les réseaux les plus utilisés dans le milieu, ce qui fait un peu l'avantage de l'IoT, c'est cette caractéristique-là, du fait que on a des réseaux LP1. Donc, ces réseaux LP1-là, les deux plus gros réseaux LP1 qui sont utilisés, d'ailleurs, même, ce sont les deux. Donc, il y a le Sigfox et il y a le LoRaWAN. Donc, c'est ces deux gros environnements. On ne va pas vraiment tout rentrer dans ces détails, parce que c'est plus technique. Donc, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, c'est de plus parler voilà, de l'architecture de manière globale. Donc, le Sigfox, en gros, c'est comme si on avait de l'Android et bon, pour ceux qui ont les iPhones. Donc, en gros, un gars qui a un Samsung et quelqu'un d'autre qui a un iPhone, celui qui a le Samsung, son système d'exploitation est basé sur le Android, qui sera en gros du LoRa, et l'autre, ça sera du Sigfox. C'est juste pour faire une comparaison. C'est pas vraiment ça, mais pour essayer de séparer le truc. Alors, donc, Sigfox, c'est américain. LoRaWAN, c'est fait à base, enfin, c'est composé de plusieurs entreprises européennes, notamment Orange, que vous connaissez plus ou moins, et d'autres entités qui développent les solutions IoT autour de ça. Le LoRa, c'est une techno, c'est un moyen de communication qui a un champ libre qui peut atteindre 15 km de portée. Donc, tu prends juste deux équipements. Un équipement qui est passé des points A et un autre d'un point B. Tu arrives à pouvoir communiquer d'un champ libre de 15 km avec ça. Donc, en fonction de l'amplification de ton signal, tu sauras plus ou moins comment est-ce que tu pourras communiquer avec ces différents éléments-là. Et en plus de ça, il y a le réseau M2M, donc machine to machine, qui est le réseau standard qu'on connaît, donc qui est l'utilisation de soit la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. Et également, en IoT, on utilise le réseau de communication, les RFID, qu'on retrouve généralement au bon des points à péage, donc les passages à péage, on voit généralement les RFID. Alors, au troisième point, on y voit les RFID qui sont utilisés, ou encore donc, du coup, quand vous arrivez, certaines personnes ont les cartes RFID dans le véhicule. Il suffit juste de s'approcher un peu. Automatiquement, la base s'ouvre seule. Donc, tout ça, c'est fait à base du RFID avec tout ton environnement qui va avec. Également, le Bluetooth, on a les montres connectées qui arrivent à communiquer avec le téléphone en Bluetooth et la donnée est traitée. Donc, la gateway ici, c'est le téléphone qui lui maintenant transfère ces données-là sur une plateforme distante et qui, par la suite, tu ramènes les données avec pour pouvoir visualiser sur ton interface. Donc, en termes de réseau, c'est ce qu'on a. Et en termes de plateforme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de plateformes IoT qui existent. Donc, je reviens un peu en haut, ici. Donc, il y a la partie objet, qui est l'objet que vous-même pouvez fabriquer n'importe quoi, en fonction de ce que vous voulez. Et il y a la partie réseau qu'on veut faire. Donc, pour le réseau, il y a plusieurs moyens de communication. Il y a la 5G, il y a la 4G, il y a la 2G, il y a tout ce que est réseau standard que vous connaissez. En plus de ça, il y a le LoRa et il y a le Sigfox. Et il y a les solutions bas niveau, les RFID, les NFC, le Bluetooth. Et maintenant, il y a les plateformes IoT qui, elles, permettent de pouvoir récupérer ces données-là pour ceux qui ont leur grosse quantité de données. Donc, notamment, les plateformes AWS. Ça parle à certains, je pense.
AWS, Microsoft Azure, qui sont des plateformes IoT, qui, elles, par contre, sont des plateformes propriétaires, qui, elles, certaines sont payantes, certaines sont gratuites, mais et elles sont des plateformes propriétaires. Et les plateformes open source gratuites, alors on a ThinkSpace, on a ThinkBoard, et qui, elles, sont, j'en ai plein, mais je sais que ces deux-là, qui, elles, sont ouvertes. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais après, disons que les responsabilités sont partagées. Pour les plateformes propriétaires, donc, elles vont te permettre le partage enfin, elles te permettent le partage des responsabilités. Donc, le prestataire aura la charge de le maintien opérationnel. Donc, en gros, le Amazon AWS va tout ce qui est maintenance, tout ce qui est prestation de maintenance sur les plateformes, ils le feront. Mais par contre, pour les plateformes open source, il faut être un peu un geek. Il faut avoir un peu de notions dans l'informatique pour pouvoir plus ou moins faire utiliser ces infrastructures-là. En termes d'acteurs de l'économie de tout de l'IoT, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs types d'acteurs et il y a certains domaines d'activité, secteurs, enfin acteurs où nous en tant qu'Ivoiriens, nous en tant que pays africain, on sera un peu, ça sera difficile pour nous de pouvoir intervenir à ces niveaux-là. On n'a pas toute l'industrie pour pouvoir fabriquer les composés électroniques, même si on a les ressources, mais on ne sait pas le faire. Mais par contre, on peut pouvoir utiliser ces composants, ces modules fabriqués là pour pouvoir créer des objets connectés qui vont avec ça. Donc, en termes d'acteurs, il y en a 5 types. Il y a le constructeur du microchip dans tout ce qui est composants électroniques, tout ce qui est module électronique, il y en a. Et ajouté à ça, en termes de deuxième acteur, il y a le constructeur d'objets connectés. Ça dit vous et moi qui pouvons concevoir nos objets connectés. Et en plus de ça, il y a la partie opérateur de réseau. Donc, tout ce qui sera réseau 5G, tout ce qui sera LoRa. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut, on n'est peut-être pas en capacité de pouvoir concevoir, mais on peut pouvoir utiliser. Et également, il y a les fonctions de plateforme, qui est aussi, les plateformes existent qu'on peut pouvoir développer. Et il y a un autre secteur qu'on peut aussi utiliser, donc il y a la partie applicative. Donc, c'est nous qui maîtrisons nos solutions, c'est nous qui voulons, qui savons ce qu'on veut faire. Donc, on développe nos propres applications qui vont tourner sur des plateformes, soit propriétaires, soit open source. Vous voyez? Mais on peut intervenir à tout niveau, mais en fonction de ses moyens, ses capacités de pouvoir le faire qu'on le fait. Donc, mais je me dis, la meilleure manière, la plus simple de pouvoir se lancer dans le milieu, c'est déjà de se positionner soit au niveau de la construction des objets connectés en lui-même, soit au niveau de la partie applicative de la solution. Donc, ça, ces deux niveaux-là, on peut pouvoir concurrencer avec d'autres entités. Euh, Là, c'est la présentation de ces grosses structures-là qui ont déjà pris la grande part du marché, donc au niveau des capteurs, au niveau des gateways, au niveau des plateformes et au niveau de tout ce qui est application pour pouvoir fonctionner. Mais n'empêche qu'on peut aller sur des solutions où on peut développer nous-mêmes nos propres solutions sans toutefois passer par toutes ces grandes plateformes-là. On peut juste récupérer les composants électroniques qui sont là, on fabrique nos propres équipements et par la suite, on développe notre propre environnement de fonctionnement. Alors, on va encore le poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un a une question, il peut la poser rapidement, hein. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Tu peux. Ali Singara, étudiant à l'Université virtuelle. Ok, chanter. J'aimerais savoir, quand on parle d'objets connectés, est-ce que c'est des Oui. objets qui récupèrent automatiquement les informations? Alors, disons que en fonction de ce que tu fais, tu peux l'objet est à la fois fourni. En fait, tu peux fournir comme tu peux recevoir. Donc, un objet connecté, c'est un élément qui va te fournir des informations à une plateforme, c'est-à-dire il récupère certaines constances qu'il envoie à une plateforme de monitoring, de visualisation. Et par la suite, on peut rendre le même objet-là actionneur d'une action. Donc, on peut dire, comme tu as envoyé, je prends un exemple simple, on veut pouvoir faire de l'arrosage sur une plante. Tu vois? On dit, vu que le sol est sec,
Donc, le capteur, il envoie sol sec, sol sec, sol sec. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, je te dis au même capteur là, actionne le, le système d'arrosage et il le fait. Donc, un équipement, un objet peut être à la fois euh, actionneur, enfin, oui, c'est ça, émetteur de capteur, donc émetteur de données et également aussi récepteur pour pouvoir mener une action. Donc, tout va dépendre vraiment de l'action que tu veux mener sur l'objet. À ce niveau, Oui, durant votre interlocution dessus, vous avez dit que c'est des objets qui sont déjà conçus et que nous-mêmes se mettre dans cette position pour concevoir sera difficile puisque nous ne sommes pas bien outillés. non, 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 J'aimerais non. savoir. Tu m'as pas, tu as peut-être mal compris ce que j'ai dit. Ce que je dis là, c'est quoi? C'est qu'il y a des niveaux de développement d'objets. C'est-à-dire, si tu veux par exemple concevoir, tu veux travailler dans le secteur des intérêts objets, donc il y a plusieurs niveaux. Donc, tu peux te devenir fabricant de composants électroniques. Composants électroniques, là, c'est quoi? C'est résistance, c'est diode, c'est LED, c'est tous les composants électroniques que vous connaissez là. À ce niveau-là, on n'a peut-être pas la capacité de pouvoir le faire parce que l'industrie n'y est pas, mais on peut se positionner à la partie de conception d'objets connectés, c'est-à-dire prendre ces différents composants-là et créer un objet avec. On peut pouvoir créer un équipement qui va commander un- une lampe, tu vois. On peut pouvoir prendre cet élément qui va commander une lampe. Donc, tous Si, ces si. composants-là qui vont commander une lampe et les intégrer à toute la domotique. Maintenant, les objets qui existent déjà, est-ce Oui. que c'est en fonction de notre besoin qu'on choisit l'objet ou à partir d'un seul objet, on a la capacité de pouvoir faire des programmations et les informations que nous voulons? Euh, Tout va dépendre de ton besoin. Si ton besoin, c'est juste allumer une lampe, tu vas t'orienter vers l'équipement qui permet de commander une lampe. Tu vois, donc, tout va dépendre de ton besoin. Mais si tu me parles maintenant de modules d'apprentissage et de développement, il y en a. Yao, tu peux couper ta caméra, s'il te plaît? Donc, si tu veux maintenant me parler de modules de tests d'apprentissage. Là, il y en a. Tu peux concevoir un banc de tests, c'est-à-dire soit une valise de présentation, une valise démo ou juste un banc même de test où tu pourras faire tes simulations là-dessus. Donc, du coup, tu peux intégrer tout ce que tu veux sur cette partie-là. Mais quand c'est un objet que tu dois déployer, tu ne peux pas vouloir travailler dans l'agriculture et puis tu vas aller mettre un écran qui va peut-être te servir dans une maison, tu vois. Donc, ça n'a pas de sens d'y être. Tu comprends? Ok, merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'il y a Bonnie aussi qui a levé sa main. Tu peux poser ta question, Bonnie. Ah, ok, merci, monsieur Yao. Oui. Bon, monsieur, moi, ma question, c'est de savoir qui peut se lancer dans le domaine des jeux connectés. Bon, moi, par exemple, je suis étudiant à l'université virtuelle, en multimédia et en numérique. Bon, Oui. est-ce que, voilà, avec mes compétences, au moins en art numérique et en création visuelle, je peux me lancer comme dans le domaine des jeux connectés ou bien il faut avoir des connaissances en réseau et sécurité informatique ou bien d'autres. Donc, c'était Alors, ma question, monsieur. alors, déjà, tout le monde peut se lancer dans le secteur des objets connectés, dans tout ce qui est Internet des objets. Tu vois, et ça va dépendre de là où tu veux te positionner dans ce milieu-là. Donc, tu peux décider d'être fournisseur d'équipement. C'est juste un exemple. Tu peux décider d'être constructeur d'équipement. Tu peux le faire aussi. Tu peux décider d'être intégrateur de solutions. Tu vois, tu peux te positionner à tous les niveaux de faisabilité. Mais ce qu'il faut avoir, l'idéal, c'est d'avoir un minimum de background dans le secteur pour pouvoir savoir ce que tu dis. Et pour pouvoir, si tu es commercial, savoir ce que tu dis aux clients pour qu'ils puissent acheter ton produit dans le secteur. Tu vois? Oui, 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 monsieur. Bon, moi, c'est véritablement de savoir, est-ce qu'il faut avoir forcément des connaissances en réseau ou bien en développement d'applications? Alors, il y a une seconde partie du, du PowerPoint qui va nous parler de comment est-ce qu'on peut se lancer dans le milieu. On va aborder ce thème-là. Je pense que tu auras plus d'idées, plus ou moins sur ce que tu veux pour aller plus simplement. D'accord? Ok, merci, monsieur. C'est compris.
Alors, donc, la seconde partie pour entamer ce que Bonnie a dit. Alors, donc, comment concevoir un objet connecté? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet connecté a plusieurs parties. C'est-à-dire, quand tu prends une montre connectée ou quand tu prends un capteur, il y a plusieurs parties. Donc, il y a la partie mécanique, donc il y a la partie physique qu'on voit, il y a l'objet lui-même qu'on voit. Vous voyez, il ressemble à quoi? Et à l'intérieur, on trouve une carte électronique. Donc, la partie électronique de cet objet-là. Et sur cette carte électronique-là, il y a une programmation informatique qui est faite. Donc, on parlera maintenant d'avoir certaines notions dans ces domaines-là. Mais tu peux ne pas tout faire. Tu peux te positionner en tant qu'électronicien, tu peux te positionner en tant qu'informaticien, tu peux te positionner en tant que quelqu'un qui fait de la mécanique. Et ajouter à ça, il y a d'autres codes. On parlera de commercial, on parlera de voilà, tout ce qui est lié autour du milieu. Dans une entreprise, il n'y a pas que l'informaticien qui travaille, il y a d'autres choses. Il y a un qui est directeur, il y a un qui est RH, voilà, mais tu es RH dans le milieu des objets connectés. Ça peut arriver. Voilà, donc. Si vous vous rappelez, avant que je n'entame cette discussion-là, enfin ce webinaire, je vous ai parlé de système embarqué au tout début, que j'ai fait des systèmes embarqués et tout. Alors, donc, on va parler de ça. Alors, donc, déjà, c'est quoi un système embarqué? Donc, un système embarqué, c'est juste un système électronique et informatique qui est spécialisé dans une tâche bien définie et qui a des contraintes et des limitations dans l'espace et en énergie. On prend par exemple un téléphone portable. Un téléphone portable, c'est un système embarqué. Donc, il a les contraintes dans l'espace du fait qu'en plus, on arrive à le mettre dans la poche. Si on n'arrive pas à le mettre dans la poche, il n'aura pas de contrainte. Mais la contrainte dans l'espace, c'est qu'on puisse pouvoir le mettre dans la poche, on peut pouvoir l'attraper, on peut pouvoir mettre sur ses oreilles. Donc, ça, c'est une de ses contraintes. Et il a une contrainte aussi en énergie. Donc, les téléphones portables ont des autonomies qui vont fonctionner pendant une certaine période en fonction de la capacité de la batterie. Vous voyez? Donc, tout ce qui est objet connecté, enfin, tout ce qui est système embarqué est lié à ça. Donc, c'est à la fois un objet qui est à la fois électronique, à la fois informatique, qui est spécialisé dans une tâche bien définie et qui a des contraintes et des limitations dans l'espace et dans le temps. Donc, la meilleure manière de se positionner en tant que concepteur d'objets connectés, c'est de pouvoir faire du système embarqué. Vous voyez? Donc, apprendre à travailler dans la conception des systèmes embarqués, c'est pas si complexe que ça. Il faut savoir où commencer, il faut savoir chercher l'information sur Internet quand on est bloqué. Donc, c'est pas vraiment compliqué pour dire on n'arrivera pas à le faire. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, 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 vraiment simple. Et donc, dans le milieu des systèmes embarqués, disons qu'il y a deux types de blocs. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle le service opération. Donc, le service opérationnel, tout ce qui est opération, tout ce qui touche au travail en lui-même. Donc, tu auras des développeurs soft embarqués. Donc, quand on parle de développeur soft embarqué, c'est celui qui va, par exemple, programmer en langage C sur les cartes. Je prends l'exemple des cartes que vous connaissez, les cartes Arduino. Donc, quelqu'un qui va programmer des cartes Arduino, il va programmer toute la partie embarquée à cette carte-là. Donc, il va écrire des programmes en C, en C++ qui seront embarqués dans la carte. Ajouté à ça, il y aura certaines personnes qui seront des développeurs software applicatifs. Donc, ils vont développer des interfaces qui vont pouvoir communiquer avec l'environnement embarqué. Une personne peut être à la fois software embarqué et software applicatif. Ouais, ça se fait. C'est des briques de compétences qu'on développe. C'est, voilà quoi. On peut, à la base, moi, j'ai fait des filets électroniques. J'ai commencé en électronique et par la suite, j'ai fait du software embarqué, j'ai fait du software applicatif. Voilà, j'ai touché un peu à tout. Donc, on peut commencer soft embarqué et à la fois faire aussi de l'applicatif. D'accord? Et ajouter à ça, il y a le designer dans tout ce qui est conception de cartes électroniques, conception de circuits imprimés, conception de... Voilà quoi. Donc, tout ce qui sera étude de composants électroniques, tout ce qui sera dimensionnement, il y a cette partie-là qui est assurée par le designer Anne. Et ajouter à ça, il y a tout ce qui est métier de test et validation. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans le monde industriel. On n'est pas en prototype comme on le fait, on est vraiment dans le monde industriel. Donc, avant qu'un produit ne soit mis sur le marché, avant qu'un produit ne soit vendu, il faut dire que ce produit-là, il fonctionne. Donc, il y a une phase de test et il y a une phase de validation. Et
Ajouté à ça, il y a le métier du systémier. Donc, il y a le système qui, lui, il est chargé de... En fait, il intervient à peu près à toutes ces étapes-là. Donc, lui qui serait chargé d'élaborer les architectures pour les solutions, de faire la gestion de la matrice de traçabilité, faire ce qu'on appelle un suivi technique, euh, faire un suivi technique du développement. Oui, donc il y a tous ces métiers-là, tout ce qui est service opérationnel. Et à côté de ce service opérationnel-là, il y a ce qu'on appelle les services support. Donc, qui seront par exemple la production. Tu peux par exemple faire toute la partie ingénierie, donc concevoir tes cartes électroniques, concevoir tout ce qu'il faut, et ta partie production peut être externe. Donc tu peux envoyer ça à une entreprise chinoise qui va imprimer ta carte électronique, une entreprise française qui va imprimer ton boîtier, et toi maintenant par la suite tu vas venir faire l'assemblage, ou même tu peux laisser même tout ce qui est assemblage là, et tout ça, tout ce qui est avec une autre entreprise qui va se charger de faire. Toi tu fais juste la partie ingénierie et par la suite, tu fais la partie vente et commerciale. Tout va dépendre de toi. Ajouter à ça aussi, il y a le service achat. Il y a la partie qualité. Donc, achat, c'est tout ce qui sera intrant, tout ce qui sera achat de composants. Voilà. Donc, quelqu'un qui ici connaît plus ou moins l'électronique peut pouvoir le faire. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait qu'il a fait, je pense, la filière, quelque chose audio, multimédia audio. Donc, tu vois qu'il y a tous ces éléments-là. On n'est pas que dans la partie technique, mais il y a ces métiers connaissent qui sont liés à ça. Donc, faire de l'avant-vente, être commercial, faire de la qualité qui sont liés à ces produits, c'est des trucs qui sont pris en compte dans le secteur de l'Internet des objets. Donc, on n'est pas que limité à la partie savoir programmer une carte ou savoir faire de l'électronique. Non, il n'y a pas que ça. D'accord? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout système embarqué est régi à des normes. Donc, on ne fait pas un produit sans respecter les normes. Voyez? Donc là, j'ai mis l'une des normes qui est appliquée dans le secteur ferroviaire, donc qui est la 155. Donc vous pouvez vérifier sur Internet, l'UN 155 qui est une norme appliquée au milieu ferroviaire. Bientôt, il y aura le métro qui sera installé à Abidjan. Donc, quels seront les équipements IoT qui seront intégrés dans ce métro-là qui vont permettre de pouvoir interagir avec tout l'environnement qui est là. Donc, si vous remarquez bien, au départ, je vous avais parlé de test et validation quelque part là. Donc, le métier de test et validation, le métier de système, donc ces deux personnes, enfin ces deux entités-là, sont des personnes qui sont chargées à pouvoir faire un suivi de l'équipement qu'on fabrique en se servant de la norme, la 5155 de la norme ferroviaire. Donc, pour qu'un produit puisse sortir, il faut pouvoir faire des essais sur cet équipement-là. Donc, tu auras par exemple un essai climatique. On fabrique par exemple quoi? Qui va me donner l'exemple d'un produit qui veut bien qu'on étudie ça ensemble? Rapidement, quelqu'un peut dire n'importe quoi, un produit qui veut qu'on en fasse l'étude ensemble rapide. La personne? Un drone par Bonsoir, exemple. monsieur. Oui, dites, oui, oui, bonsoir, ça Un va? drone, un drone, Ouais. un drone, Bon, moi, je euh, propose un un ventilateur drone commandé par téléphone Android. d'irrigation. Attendez, on va aller doucement. Alors, un a D'accord. proposé un Euh, S'il ventilateur. Un s'il vous ventilateur plaît, s'il télécommandé vous plaît, par monsieur, Android. monsieur Yao, Oui, mais je pense que pour donner la parole, il faut qu'il lève la main. oui, Et ça puis, sera plus bon, simple. parole, voilà. Parce que quand tout le monde prend comme ça crée un peu de désordre et puis on ne s'entend pas. Tout à fait. Alors, celui qui parlait du ventilateur, il peut parler. OK. Je disais que je propose un ventilateur télécommandé par téléphone Android. OK, donc, ton téléphone, c'est de concevoir un ventilateur télécommandé par le téléphone Android. D'accord. Alors, on sait que le ventilateur, c'est quelque chose qui est soit mis dans une maison, dans une chambre, oui, dans une chambre, dans un appartement, dans tout lieu, ou dans un bureau. On prend par exemple le cas d'un bureau. Alors, dans ce qu'on va faire, on va tester ce produit-là dans son environnement. On va se dire quoi? Alors, le ventilateur, il sera posé dans un bureau. L'environnement climatisé, c'est-à-dire quelle est la température qu'un bureau peut faire. Donc, on va prendre par exemple une plage. On va dire le bureau, sa plage de température. On va aller par exemple de 15 degrés à 35 degrés. J'ai exagéré, les gars. C'est pas vrai. C'est peut-être plus bas que ça. On va dire de 15 degrés à 25 degrés. Donc, on doit pouvoir tester l'équipement. Ton équipement, là, il doit pouvoir fonctionner. Ton ventilateur doit pouvoir fonctionner entre 15 degrés et 25 degrés. Enfin, et 35 degrés. L'exemple qu'on a pris. Tu vois, non? Donc, on fait des tests qui sont liés à ça, à l'aspect climatique. Tu vois?
Et en plus de ça, on fait des tests CME. Donc, ça, c'est des tests de champ électromagnétique. Donc, ça, c'est des essais qui sont liés, par exemple, au le fait de pouvoir envoyer des signaux, comment je vais dire, des signaux parasites. On va, par exemple, simuler le fait que ton ventilateur reçoit une foudre. Donc, ça, c'est l'essai donc, du choc. Donc, qui est un essai CEM. Tu vois? Donc, ce essai onde de choc-là, en fait, en gros, on fait une simulation. Donc, ton système doit pouvoir recevoir, par exemple, 1000 volts pendant 1,5 bar 50. Enfin, c'est technique. En gros, tu dois pouvoir recevoir 1000 volts à 1,5 microsecondes en montée et 50 microsecondes en descente. Tu vois, c'est pour simuler le fait que tu reçois de la foudre ou du tonnerre sur ton équipement. Souvent, vous avez des télévisions NASCO, quand il y a la foudre, vous dites que la télévision est grillée, non? Ah, donc, il faut pouvoir tester cet équipement pour qu'il puisse fonctionner. Même s'il reçoit la foudre, il doit pouvoir fonctionner malgré qu'il a reçu la foudre. Donc, on fait tous ces essais-là. On fait des essais électriques. On fait des essais électriques pour pouvoir envoyer plus de 300 volts, par exemple, pour voir si ton équipement, quand même, quand il a reçu du 300 volts, il puisse fonctionner. Et on fait des essais mécaniques. On fait des essais de vibration pour savoir si ton équipement, quand on le vibre, malgré qu'on l'a vibré, il puisse toujours fonctionner. Donc, en fonction de l'équipement, il y a ces petits essais-là qui sont faits et tout va dépendre de l'environnement. Tout va dépendre de l'environnement. Et donc, comme je vous disais, ces deux codes d'état qui sont ici, donc le testeur valide, celui qui fait les tests de validation et celui qui fait le métier de système, sont chargés de pouvoir gérer ces différentes parties-là. Donc, ils vont monter ce qu'on appelle, ce que vous appelez le prototype. Donc, ça s'appelle des bonnes tests. Donc, on va monter des bonnes tests sur ce qu'effectivement, quand on fait ces essais-là, ça fonctionne très bien. Et bien sûr, en respectant les normes. Donc, je vous ai mis la norme ferroviaire, il y a d'autres types de normes. Donc, il y a les normes électriques qui sont appliquées, il y a, en fonction de l'environnement d'utilisation, il y a les normes qui sont appliquées à ce milieu-là. Donc, ne vous limitez pas à... Voilà, enfin, il y a plusieurs choses, quoi. On ne va pas se limiter uniquement qu'à ça, mais en fonction du milieu d'environnement dans lequel on est, il y a ces différents types de tests qui doivent être effectués. D'accord? Alors, donc, je vous montre encore un autre slide. Alors, qu'est-ce que ce slide-là? Pour ceux qui vont beaucoup travailler dans le milieu des systèmes embarqués, vous serez amené à travailler dans ce qu'on appelle le cycle en V. Certains ont déjà peut-être entendu parler de ça, qui ont déjà peut-être entendu parler de Scrum. Pour ceux qui ont fait l'université virtuelle, certainement, je pense qu'ils ont. C'est des méthodes agiles de développement d'une solution. Donc, le cycle en V, c'est une méthode de travail qui est beaucoup utilisée dans le milieu des systèmes embarqués. En gros, on a le besoin client et à partir de ce besoin client-là, on fait ressortir tout ce qui est spécification fonctionnelle. Et à la suite des spécifications fonctionnelles, on va faire ressortir tout ce qui est spécification technique et par la suite faire du codage et dans l'autre sens, faire du test unitaire, du test d'intégration, de la validation et puis de la mise en production. Donc ça, en gros, c'est la grande représentation d'un projet. Donc on va revenir sur le projet de tout à l'heure. On va revenir sur le projet du ventilateur connecté là tout à l'heure pour prendre l'exemple de fonctionnement. Mais je vous montre ça pour que vous ayez un peu l'idée de comment est-ce que ça, dans le milieu professionnel, ça fonctionne vraiment. Et alors, donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de normes ferroviaires. Donc, par exemple, ici, on a, on a cette grosse baie-là. Donc, ça, par exemple, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'un des projets sur lesquels j'ai travaillé. On a tout conçu, toute la partie mécanique, tous les équipements qui sont à l'intérieur. Donc, il y a certaines cartes que vous allez peut-être reconnaître, par exemple la carte Raspberry qui est ici, les cartes relais. Donc, tout ça, c'est les éléments. On a tout conçu et on a assemblé tout. Donc, bien sûr, en respectant l'architecture que j'ai présentée ici. Donc, le fait de connaître le besoin du client, donc, qui était de pouvoir concevoir une, une baie qui arrivait à communiquer. Donc, donc, je reviens un peu en arrière pour vous donner un peu plus de détails sur ce que je fais. Alors, donc, je vous ai dit au tout début que j'étais architecte solution TDSE. Donc, en gros, c'est des projets qui sont plus liés au milieu ferroviaire. Donc, depuis quelques années, j'interviens à l'international.
Donc, du coup, donc je conçois tout ce qui est système embarqué, objets connectés, Internet des objets qui sont liés au milieu ferroviaire, secteur ferroviaire. D'où le fait de pouvoir utiliser la norme 50-155. Après, vous pouvez faire des certifs qui sont liés à ces normes-là. Ça dépend de vous. Euh, mais c'est quoi? Donc, c'est de pouvoir, à partir du cahier des charges du client, fabriquer des équipements qui seront embarqués, par exemple, dans les trains, dans les métros. Donc, tout ce qui sera écran, tout ce qui sera moyen de communication, tout ce qui sera caméra, tout ce qui sera système audio, tout système électronique qui fonctionne dans le train fonctionne avec cette grosse armoire-là qui arrive à communiquer avec comment je dirais, les équipes sol. Vous voyez, donc, en gros, c'est de pouvoir envoyer une impulsion, savoir où le train se situe, faire passer des messages, les différents bandeaux. Bon, en Côte d'Ivoire, les bus qu'on a, je pense, sont un peu limités. C'est juste l'affichage de l'écran, le numéro du bus, je pense qu'il affiche. Même pas en Europe, en France, c'est plus ou moins d'autres choses. À l'intérieur d'un bus, il y a des écrans qui te montrent l'arrêt là où tu es. Il y a le système audio qui arrive à parler. Et le bus n'affiche pas que le numéro du bus, mais il affiche encore la destination de là où il va, d'où il vient. Enfin, plusieurs autres informations qui sont encore plus poussées comparées au bus qu'on a à Abidjan. Donc, on se retrouve le même environnement dans les trains. C'est pareil. Voilà. Alors, donc, pour revenir à comment faire de système embarqué, les premières choses qu'il faut avoir en termes de notions, c'est de... Ah bon, avant que je continue, il y a des questions? Vous pouvez lever la main. Encore Bonnie? Oui, t'écoutant. Oui, oui, ok. Ah, merci, monsieur. Oui, Monsieur, vas-y. moi, j'aimerais savoir quelle est la technologie utilisée dans les bus. Ça. Souvent, nous étudions comme ça, quand on parle des cas de bus, ça, Oui, quand on parle quelle est la technologie qu'on va utiliser. c'est Voilà, du NFC. c'était ma... Alors, il y a deux Ah, technologies qui sont utilisées. Alors, ça dépend du budget du client, mais ces deux technologies sont soit le RFID ou le NFC. C'est les deux qu'on retrouve généralement dans le bus. Et la communication entre le poste serveur du bus et la centrale, c'est du GSM. Voilà, ça, c'est les solutions les plus simples, les plus abordables qui sont sur le marché. Mais pour la petite histoire, j'ai reçu un cahier de charges récemment où on demande d'utiliser du LoRa sur le bus, sur une solution ici à... Ouais. Question encore? non, pas de question, ok. Ah, merci, monsieur. Ok, super. Donc, tu vois, dans les bus, tu as ces deux technos-là, soit du RFID, soit sur du NFC. Mais je pense pour le plus moins cher, c'est le RFID. Donc, en gros, quand tu regardes les cartes que vous avez là, c'est des cartes qui sont passifs. Donc, il faut les mettre sur un élément actif qui lui va récupérer certaines données. Donc, quand tu as ta carte, en gros, tu as un certain montant là-dessus avec tes informations. Et donc, quand tu batches, cette nouvelle information-là est récupérée. Donc, en fonction de si tu as en fonction du type de carte que tu as, le nombre de fois que tu dois monter dans le bus soit diminue. On t'affiche que si tu étais à 10, tu passes à 9, tu vois. Ou on te dit juste que ton badge est valable à telle date. Donc, ça, alors, le basique, c'est du RFID qui est utilisé pour faire moins cher. Mais pour encore aller encore plus loin, le NFC, il a plus de champs d'utilisation et plus abordable, mais avec un coût de production encore plus élevé. Voilà. D'autres questions? Non? On peut avancer? OK. Donc, je disais que pour faire de système embarqué, pour pouvoir concevoir des objets connectés, il faut maîtriser, il faut avoir un peu de notion dans tout ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a dans le milieu là. Alors, donc, il faut pouvoir avoir pas forcément à 100%, mais il faut juste pouvoir avoir des petites notions en électronique. Savoir que ça, c'est une résistance, ça, c'est une LED, ça, c'est une pile, ça, c'est un moteur. Donc, il faut pouvoir avoir ces différentes notions-là. Il faut pouvoir avoir ces différentes notions-là. C'est des trucs qui ne sont pas compliqués, c'est des trucs qui sont simples. On trouve ça sur Internet. Et en fonction de l'environnement, tu peux par exemple voir une résistance aujourd'hui c'est celle que vous connaissez là, les basiques là. Mais dans d'autres environnements, c'est peut-être plus grand, ou c'est peut-être plus petit, ou même c'est peut-être en CMS ou en SMC. Donc, tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.
En fonction de l'environnement, vous pouvez trouver les éléments différents, mais c'est les mêmes. Voilà. Donc, il y a l'un de mes professeurs quand j'étais encore à l'université, qui disait que si tu as réussi à pouvoir commander une lettre, tu peux faire décoller un avion. Parce qu'effectivement, c'est la même commande. Pour ceux qui font de l'Arduino, si tu fais du digital write sur une lettre, ça va l'allumer. Si tu fais du digital write décoller une fusée, ça va le faire. C'est la même commande, rien ne change. Oui. Donc, il faut juste connaître, savoir un peu de tout, comment est-ce que ça marche. Et, bon, et puis de là, tu peux te lancer dans le milieu. Donc, il y a ça. Maîtriser tout ce qui est composant. Pour celui qui a fait de l'étude, du design, connaître bien tout ce qui est composant électronique, savoir comment est-ce que ça marche. Ajouter à ça, là, par contre, je vous partage l'un des sites que moi j'utilise beaucoup pour pouvoir apprendre les choses de manière basique, de manière simple. Donc, il y a le Random Tutorial. Donc, vous pouvez taper sur Google, Random Tutorial, vous allez tomber sur le gars. Il présente les choses de manière simple. Voilà quoi. Donc, tu peux un composant électronique, il te montre quoi faire avec des interfaces. Vous pouvez, par exemple, pouvoir réaliser ce schéma-là à partir d'une application, commander une ampoule. Lui qui parlait du projet de ventilateur connecté par téléphone, avec ça, tu peux pouvoir commander le ventilateur avec ce truc-là. Et ça, on le trouve sur le site que j'ai partagé ici. Donc, il fait beaucoup de tutoriels qui sont liés à ça, à l'USP. Donc, ça, en gros, ça sera une entrée en matière pour pouvoir travailler sur tous les produits basiques que vous avez, que ce soit les Raspberry Pi que vous connaissez, les cartes Arduino, les cartes LoRa, les cartes ESP32, ESP4266 que vous maîtrisez. Vous pouvez retrouver tout ça là-bas et faire vos différents projets scolaires, vos projets personnels avec ça. D'accord? Et donc ça, c'est bon. Et par la suite, moi, je dirais, pour pouvoir se positionner en tant qu'un bon euh, ingénieur en système embarqué ou un bon euh, collaborateur ou travailleur dans le secteur de l'IoT, il faut pouvoir maîtriser à la fois, ça va faire à la fois du développement en C et aussi ça va maîtriser la conception AD, donc tout ce qui est carte électronique. C'est des choses qui sont vraiment bons. Donc là, je vous partage un screen d'une plateforme que j'utilise régulièrement, qui est open source, qui est gratuite. Il n'y a pas besoin de faire du tapage. Donc, en gros, ça, c'est EasyEDA. Certains vont le reconnaître. Donc, qui peut te permettre de pouvoir concevoir des cartes électroniques. Donc là, par exemple, j'ai modélisé une manette qui, elle est simple. Attendez, je vais vous partager, une autre vue rapidement. Ok, donc je partage rapidement une autre vue là-dessus. Donc, c'est la même capture que j'ai fait, c'est la même chose qu'il y a ici. Donc, ça, c'est une carte électronique. Donc, c'est une manette euh, de jeu 2D. En fait, on voulait juste faire un game avec des amis. On voulait concevoir des voitures télécommandées RC pour pouvoir piloter avec la technologie LoRa. Donc, on a conçu la commande en 2.5G pour pouvoir communiquer avec les équipements qui sont embarqués sur la voiture. Donc, avec ce logiciel-là, vous pouvez par exemple avoir des vues 3D pour voir à quoi ça ressemble, la mallette. Voilà. Et ça, la fait imprimer en Chine, vous recevez la carte. Vous pouvez demander aux Chinois, sur le même site, de pouvoir soit monter les composants eux-mêmes et ils vous envoient la carte toute faite eux-mêmes. Vous recevez votre carte, vous montez. Parce qu'après, en fonction de ce que tu veux faire, il y a les coûts qui vont avec. Donc, ça, c'est peut-être une carte un peu plus grande. Je vais prendre peut-être un truc plus basique que vous connaissez. Donc, tout part du schéma électronique. Donc, comme je disais, il faut pouvoir maîtriser toute la partie électronique. Donc, il y a un peu de schéma électronique et par la suite, on fait la partie PCB que je vous ai montré tout ici. Je vais prendre quoi d'autre? Je vais prendre un autre pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc ça, je pense, c'est un afficheur que vous connaissez de manière basique. Donc, vous pouvez faire des affichages, la faire imprimer en Chine, voilà, et la recevoir, faire ce que vous voulez faire
avec. Vous voyez? Donc, j'ai juste fait le schéma électronique basique et par la suite, j'ai réalisé la carte PCB et j'ai la vue 3G. Donc, je peux générer le fichier d'impression. Bon, enfin, j'ai pas vraiment la main. Est-ce que mon... attendez, j'ai pas vraiment la main. Est-ce que mon... Alors, c'est quelques secondes. Ah oui, c'est ça. OK. J'ai perdu le... Bon, c'est pas grave. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, donc, je repartage mon écran. Donc, on était là. Donc avec ce logiciel-là, il y en a plusieurs, je pense. Il y a Proteus, il y a plein d'autres. Il y a Altium Design qui, eux, sont plus professionnels. Il y a Cadence également qui sont plus professionnels et qui sont similaires à EasyEDA, mais que lui, l'avantage, c'est qu'il est open source et il est chinois. Et avec cette carte, je pense que cette carte va me coûter juste 2 dollars. 2 dollars, ça fait combien? Ça fait même pas 2000 pour cette carte. Donc, la fait imprimer en Chine avec le composant, ils vont peut-être me faire ça maximum à 25 euros, 30 euros, et ils vont me le ramener. Vous voyez, donc, c'est c'est un peu ça. Il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Demander? Oui. Tu peux parler, demander ton micro, il est coupé. Bon, bonsoir encore. Bonsoir. Dans vos différentes interventions, Oui, vous disiez beaucoup le terme aller imprimer en Chine. Un oui, jeune qui a les capacités de faire de, de l'embarquer en oui, freelance, qui n'a pas oui. assez de moyens pour imprimer ses cartes, quel conseil pouvez-vous lui donner pour qu'il puisse faire cela sans avoir de gros moyens? Alors, quand je parle d'impression en Chine, je veux parler des impressions professionnelles. Pour ceux qui me connaissent plus ou moins, ils ont à peu près, enfin pour tous ceux qui sont passés au bureau, ils ont à peu près vu à quoi ressemblent les cartes imprimées qui sont au bureau. C'est des cartes professionnelles. Mais par contre, si tu veux par exemple faire des cartes locales toi-même pour essayer de présenter tes projets rapidement, tu peux le faire avec l'avantage, c'est qu'on a les produits chimiques qu'ils font, qui sont présents à Abidjan. Donc, déjà, pour faire il faut avoir déjà fait ton schéma électronique. Déjà, donc, tout ce qui est présenté là, sur cette vue-là. Et par la suite, tu le récupères, tu récupères une plaque impression. Tu imprimes ça déjà sur une file d'une encre thermique et tu le mets dans une insoleuse. Tu vois. Et l'insoleuse va photocopier en gros tout ce qui est. En fait, c'est comme une imprimante. Tout ce que tu as. Cette carte-là, tu imprimes ça sur une feuille A4, mais à partir d'une imprimante thermique. Voilà. Et tu mets une plaque, les plaques électroniques là, tu colles ça là-dessus, tu mets ça dans la machine. L'insoleuse va photocopier tout ce qui est sur ta feuille pour recopier ça sur la carte. Et par la suite, tu mets ça dans un produit qu'on appelle le révélateur. Ça existe. Euh, un truc vend ça, il ne sait pas comment même ce gars-là. Il est à Trècheville. Il s'appelle. Oh, le nom m'échappe. Il est à Trècheville, rue 18. J'ai oublié son nom. Si je me rappelle, je mettrai son nom dans les commentaires. Il est à Trècheville, rue 18. Il vend ça. C'est le révélateur. Donc, tu prends juste ta carte imprimée, tu mets dans le révélateur. Ça te Le, montre toutes les le, cibles le qui nom sont de la tracées. structure, s'il vous plaît. Oui, c'est juste un petit magasin. Ils vendent des composants électroniques, ils vendent les produits, les pécleries de fer, les révélateurs. L'insoleuse, toi-même, tu la fabriques. C'est juste des lumières UV. Donc, les lumières bleues, voilà, non, les lumières violets plutôt. Que tu fabriques une sorte d'armoire à lumière violet
Tu fouilles sur Internet, tu vas voir, tu cherches révélateur. Et il va te montrer une chambre. C'est comme une imprimante. C'est juste que tu peux mettre deux néons qui produisent les lumières violettes et il te photocopie tout ce que tu as fait sur ta feuille, sur ta carte. Il y a plein de tutoriels qui montrent comment est-ce on le fait. C'est vraiment simple à faire. Donc ça, c'est des moyens que toi-même, tu peux le faire euh, chez toi. Non, mais je dis, c'est pas professionnel. C'est pour ça que moi, je parle du milieu industriel. Sinon, on n'allait pas citer tout ce qu'on a fait plus haut. Donc, je t'ai dit de le faire en Chine parce que ça te revient moins cher. Alors, expédier un produit de la Chine en Côte d'Ivoire, ça te fait, je pense, 8500. Si, par exemple, ta carte te fait... attendez, je vais changer de vue pour qu'on ait... Alors, je vais prendre ça. Et ce que je vais faire, je vais déplacer pour que... Ok. Alors, donc ce que je disais, c'est que sur ce site-là, là, par exemple, sur cette carte-là, je peux décider de générer le fichier qui permet d'imprimer cette carte-là. Donc, donc, je peux générer mon fichier, c'est un fichier JB, je ne suis pas obligé de le lire. Attends. J'espère qu'il va afficher le prix quand je vais décider de le... Le problème, c'est qu'il y a un truc qui me bat la vie, qui ne me donne pas la main facile. C'est pour ça que je n'arrive pas... Voilà. Alors, bon, c'est pas grave. On va juste télécharger le truc. OK. Alors, donc, à partir de l'autre site là, vous tombez directement sur cette plateforme. Sinon, ce que vous faites, vous pouvez télécharger directement le... Excusez, j'ai pas vraiment la main pour pouvoir bien manipuler. Du coup, il y a un écran qui me bat la vue. C'est ça le problème. Ah, il ne vais pas partir, c'est pas grave. Donc, vous pouvez le télécharger. Voilà. Et vous repartez sur le site internet. Alors, ça s'appelle... OK. Alors, on va chercher ensemble. Est-ce que on n'a pas la même vue apparemment. Ah non, c'est lent. Excusez. Alors, on va taper JLPCB. Voilà. Quand c'est sorti, vous cliquez sur le lien. Voilà, tout simplement. On va faire juste une petite simulation de la carte que j'ai téléchargée. Donc, ce que je vais accepter ça. OK. Donc, je vais aller télécharger le fichier de tout à l'heure. Alors, je l'ai mis téléchargement. C'est celui. On voit ce que j'ai fait. Pour ce retour, il est même là. Hein. Je ne sais pas si vous êtes à mon niveau. J'ai un porte fichier. Voilà ce fichier-là que je l'ai sur le site. Donc, le site est chargé juste de me montrer à combien est-ce que va me coûter cette carte, simplement. Donc, c'est une carte qui se connaît bien en conception d'électronique. C'est une carte de couche. Et il me dit pour, pour 5 cartes, il me fait ça à 14,40 €.
Ça fait $14. Faites ça fois 500. Vous verrez, ça fait combien? Ça revient. Donc, si je veux 10 cartes, donc imaginez que j'ai conçu ma solution, ça marche. Pour celui qui fabrique le ventilateur connecté, tu conçois ta carte, tu sais que ton système marche, tu l'as bien testé, et tu imprimes 20, fais un essai. Donc, 20 cartes, dans mon cas, les 20 cartes viennent à $45. Ça fait combien, ce truc-là? Je calcule rapidement. 45,50 fois 500. Alors, 24 me reviennent à 2000. Et le transport te coûte 8500, c'est tout ce que tu paies. Voilà. Tu as ta réponse à ta question. Donc, faire une professionnelle, ça te revient moins cher que de faire une sur 4 qui va te coûter peut-être le double même de ce prix qu'on est en train de faire ici. Tu vas juste peut-être attendre 2 semaines entre le temps que tu as envoyé son chèque, que ça arrive en Côte d'Ivoire. Mais à part ça, rien d'autre. J'ai répondu à ta question. Celui qui avait levé la... Oui, Ok, oui, vous avez bien répondu à ma question. Merci. ok, super. Alors, on va continuer la présentation. Euh, mis où le slide? Ok, donc en gros, donc avec Easy Eda, vous avez la facilité de concevoir vos circuits et par la suite faire imprimer vos cartes. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de faire imprimer vos cartes en Chine. Vous pouvez le faire vous-même. Si vous avez le matériel pour pouvoir le faire chez vous, vous pouvez le faire. Mais ça vous fait sortir une bonne carte et c'est plus, en fait, c'est plus simple d'utiliser cette plateforme que d'aller sur des plateformes compliquées et payantes. Et il y a déjà des modèles même qui existent qui sont simples que vous pouvez aussi récupérer. Il y a certaines personnes qui ont déjà aussi sur leur site internet, dans la partie tutoriel, qui ont déjà fait des cartes électroniques que vous pouvez utiliser. Par exemple, celui qui veut commander le ventilateur connecté, quelqu'un l'a déjà forcément fait là-bas. Tu check, tu vois si ça te convient, tu récupères juste son fichier JPEG, tu te fais imprimer ça rapidement, quoi. Et tu pourras par la suite, si tu es un bon commercial, un bon parleur, vendre ton produit à tout le monde. Voilà. Alors, donc, Maintenant, j'ai une question. oui, vas-y, pose Pour, ta question. pour l'achat des cartes, là, comment ça se passe? Nous sommes en communication directe avec le fournisseur chinois ou bien c'est par le biais du site qu'on communique? Ou Par bien le biais nous du site, communiquons. par le biais du site, tu mets ton adresse de livraison et tes livres. Et pour faire simple, tu peux demander à ce qu'il livre à un transitaire qui fait Côte d'Ivoire, Chine. Et on en voit plein, ils sont un peu partout. Il y en a à Djamé, tu peux récupérer leur numéro, leur adresse chinois, ou il y en a ce que je connais bien, oui, à Djamé, celui qui est au Vallon au 20e, qui fait ça, qui fait du chinois. Ils te font le kilo à 8500. Donc, ta carte fait moins d'un kilo. Enfin, tu vas même peut-être payer moins. Bon, je sais plus si ça a changé, mais bon, c'est ce qu'ils font, quoi. Ouais. Et on paye sur le site avant de recevoir le produit ou bien comment la transaction se passe? Non, c'est comme si tu payes un truc sur Jumia, soit tu payes, bon, là-bas, vu que tu as 10 ans, donc tu vas payer forcément en ligne. Tu mets juste une carte, tu as une carte Jamo, tu as une carte UBA, tu payes les frais de conception des cartes qui vont te revenir soit à $2 ou à $3. Et par la suite, l'adresse de livraison, là, tu leur dis, donc, à lui donner ce transitaire. Le transitaire, lui, il va se charger de récupérer ça en Chine pour t'envoyer ça à Abidjan. Et pour pouvoir te rassurer au niveau de l'adresse de livraison, tu vas plutôt vers le transitaire. Tu lui dis que tu veux envoyer un produit, il a qu'à donner son adresse. Il te donne son adresse, c'est son adresse que tu mets sur le site. Et puis tu mets ton nom là-dessus avec ton numéro. C'est simple. Oui, Ali, tu peux poser ta question. Monsieur, j'aimerais savoir, les composants d'une carte diffèrent d'un objet à un autre ou bien
c'est les mêmes composants. En fonction du produit, les composants diffèrent. Les composants que tu peux retrouver sur un ventilateur, ce n'est pas les mêmes que tu vas retrouver sur un téléphone portable. Et en fonction de ce que tu veux faire aussi. Donc, ça va différer forcément. Ok, merci bien. Euh, Celui qui s'appelle HPPC, il n'y a pas de nom, donc tu peux poser ta question. Je pense que c'est moi qui ai levé la main là. Celui qui a levé la main HPPC, là, il peut poser sa question. D'accord, c'est moi. C'est moi. Bon, bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, j'ai suivi en partie Oui, la formation, la communication, parce oui, que franchement, j'étais dans un autre, dans un autre masterclass et puis j'avais oublié. Mais ce que je constate, moi, je ne suis pas électronicien, hein. Je oui. suis à la base scientifique parce que je suis titulaire d'un bac D obtenu depuis 1987. OK. Et donc, j'ai vraiment aimé la présentation. C'est vrai qu'il y a des thèmes que moi, je ne comprends pas. C'est vrai que c'est Oui, pas, puisque ce n'est pas dans mon domaine. Mais la question que je voudrais poser, si tel est que ces compétences existent et que oui. ces possibilités existent, et pourquoi beaucoup de jeunes qui sortent de ces écoles, de ces formations, qui ont ces formations-là, n'ont pas encore fait, ne peuvent pas faire le pas pour pouvoir concevoir des outils qu'on peut utiliser de façon domestique. C'est-à-dire qu'à la maison, quelqu'un a parlé de ventilateur connecté. Il y Oui, a par exemple les portes connectées. C'est-à-dire, oui, vous savez qu'il y a des portes où on entre avec des cartes. oui. Et pourquoi nos jeunes ne peuvent pas concevoir ces outils-là, ne peuvent pas faire ces conceptions-là pour mettre à la disposition de la population? On dira non, il n'y a pas de financement. Mais tel que vous avez fait, vous avez fait un calcul avec, je crois, combien de dollars là, mais Oui. ça tourne autour de 22 000, de 50 000, quelque chose comme ça. Moi, je me dis qu'avec 100 000 francs ou bien peut-être 200 000, on peut concevoir quelque chose, une solution, une solution. Mais pourquoi jusqu'à présent, les jeunes, ils n'arrivent pas à faire le pas? Alors, pour Ça passe répondre à ta comment? question, la première des choses, c'est qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, ces types de webinaires-là sont bien propices pour pouvoir déjà leur parler de ça. Vous voyez que quand j'ai parlé, ça fouettait le goût un peu de tout le monde pour, ah, il y a tel truc qui existe pour pouvoir le faire. Tu vois? Et il faut dire qu'aussi, les jeunes attendent, ils ne veulent pas forcément passer à l'action. Oui, donc on veut, quand on finit l'école, on veut forcément rentrer dans une grande entreprise, sachant que nous-mêmes, on est entreprise, c'est-à-dire sa personne, on est entreprise pour pouvoir se lancer. Tout début est compliqué. Pour ceux qui me connaissent, qui sont présents dans le webinaire, moi, j'ai fait l'INPHB et quand je suis sorti de l'école, je n'ai pas voulu forcément attendre à ce qu'on m'embauche pour pouvoir travailler. C'est bien vrai que j'ai fait 1 an, 8 mois, je pense, dans une entreprise, mais après, j'ai démissionné pour pouvoir me lancer dans le milieu. Et je me suis lancé, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'effectivement, le secteur, il est vaste. Et on s'est mis avec mes collaborateurs, mes amis, on a développé des solutions, ce qui nous a permis d'ouvrir d'autres portes et on travaille dans d'autres secteurs, quoi. C'est ça. Donc, si on n'a pas l'information, on ne pourra pas le faire. Pourtant, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde et qui sont vraiment simples à le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question plus ou moins. Le S'il vous plaît, défi, monsieur, je peux contribuer. Vas-y. Hmm. Je suis un étudiant. Il faut dire aussi que nous, les étudiants à l'école, c'est vrai, on nous apprend beaucoup de choses à la fois et notre difficulté, c'est l'orientation. On n'a pas de coaching quant à nos idées, puis les évaluer et les apprécier. Moi, aujourd'hui, avec ce webinaire, j'ai autre perspective et actuellement, je commence à réfléchir comment est-ce que je vais procéder pour atteindre différents objectifs. Mais sans ça, je vais dire que l'esprit était beaucoup fermé quant à ce sujet. Donc ça, c'est un grand problème, en fait. Merci. Merci à toi aussi pour ton intervention. Des questions encore? Oui, demandez, vas-y, pose la question. Bon, monsieur, bon, pas une question, mais j'aimerais un peu rebondir sur ce que a dit le monsieur. Oui, Donc, j'aimerais dire ici, on peut dire aussi que c'est par défaut on peut dire pessimiste des Africains, puisqu'ils se disent quoi? Si un jeune Africain a créé une montre connectée et qu'un jeune Européen a créé une montre connectée, sans réfléchir, tout le monde ira vers quoi? La montre connectée de l'Européen, alors que le petit aussi, il a souffert
il a mis les moyens en place pour construire cette montagne. Donc, puisque les gens délaissent ce qui est fait en Afrique, préfèrent toujours ce qui est fait en Europe, donc ça fait que les jeunes ne sont pas motivés assez pour s'investir dans ce genre de choses. Donc, la faute revient en même temps aux jeunes concepteurs et ensuite aux personnes qui doivent acheter, puisque ce n'est pas le concepteur même qui achète lui-même ses produits. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est à voir. Donc, pour essayer d'ajouter encore sur ce que tu dis, c'est ce que je dis. Euh, Ce que moi je vous ai montré, c'est vous quitter tout ce qui est phase prototypage et passer vraiment à une version professionnelle. Donc, la majorité des outils que je vous ai partagés sont des outils qui sont professionnels, qui vont, à un certain niveau, vous élever, vont créer la différence entre ce que vous avez l'habitude de faire et la nouvelle manière de pouvoir concevoir des cartes électroniques, concevoir des objets connectés, tu vois. En fait, c'est des plateformes qui sont vraiment, vraiment, vraiment ouverts et qui aident à la professionnalisation de notre différentes solutions concrètes. Oui, tu peux poser ta question HPPC. En fait, l'étudiant qui a dit tout à l'heure que quand un Africain va concevoir sa solution et puis un Européen va concevoir sa solution, les Africains iront, enfin, les gens iront plus vers la solution de l'Européen. Bon, moi, je ne suis pas dans cette logique. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans ta communication, tu as dit que il y a des normes qu'il faut respecter. Oui, Il y a c'est des ça. normes qu'il faut respecter. Donc, si l'Africain conçoit une solution qui respecte les normes internationales, il n'y a pas de raison que on ne va pas. Et puis, la stratégie de communication, la communication qui va se faire autour de ce produit-là, c'est pas pour dire non, nous les Africains, on a pour nous maintenant. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous concevez une solution et puis vous dites non, nous les Africains, on a pour nous maintenant. C'est comme si vous dites non, c'est pour combattre. C'est pour combattre les solutions qui sont proposées par les Européens. Mais non, on n'est pas dans un esprit de combat, de réfuter Combativité, non. C'est ça. On est dans un contexte où on doit. Est-ce que ta solution que tu proposes là, ça résout effectivement les problèmes identifiés? Tout le monde. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça résout? Quelle est la valeur que cette solution apporte à quelqu'un qui va utiliser cette solution? Il faut faire la réflexion dans ce sens. Je vais faire, par exemple, un ventilateur, je vais concevoir un ventilateur connecté. Est-ce que ce ventilateur, quelle est la valeur que ça va apporter? Quelle est la plus-value que ce ventilateur va apporter par rapport à un autre ventilateur? Quelle est l'accessibilité? Quel est le niveau d'accessibilité de ce ventilateur? Je parlais tout à l'heure des portes qu'on peut ouvrir avec une carte. Est-ce Oui. que la porte que le système que je vais mettre en place, comment les gens vont se sentir quand ils vont utiliser ce produit? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'opposer un produit africain et puis un produit européen. Aujourd'hui, dans le monde, dans le domaine du community manager, il y a une référence en Côte d'Ivoire et qui a une audience au niveau africain. Aujourd'hui, quand on parle de community manager, c'est Yannick Boka qu'on voit. Oui, Vous voyez, oui, oui. c'est Yannick Boka. Mais ce n'est même pas les Vincent Kadjo, ce n'est pas Non, non, non. Cédric Josué. Mais donc, quand on parle de community manager, on dit non, on va voir Yannick Boka. Ce n'est pas parce que Yannick Boka, il est meilleur que les autres, hein, mais c'est parce qu'il a réussi à développer qu'on appelle ça, une stratégie autour de son produit qui fait il a rallié tout le monde autour de lui. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mettre en opposition un produit africain pour dire non, les Africains ont leur ventilateur connecté aujourd'hui. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ma contribution à ce débat. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup, monsieur. Quadio, Et tu peux poser ta question aussi. Allô? Vous m'entendez? Oui, on Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard. J'ai pris le webinaire en cours. Donc, j'ai raté beaucoup d'éléments, mais j'ai pu retenir quelque chose. Bon, j'ai trois préoccupations. La première, est-ce que la séance est enregistrée pour qu'on puisse se visualiser, nous qui n'avons pas vu? Et Bien sûr, c'est puis, enregistré déjà. d'accord. La deuxième préoccupation, est-ce qu'on peut avoir aussi les liens de ces fournisseurs où on peut, par exemple, réaliser nos cartes en Chine, là? Parce que, bon, je n'ai Bien pas... sûr, Voilà. c'est mis dans
dans le PowerPoint. Je pense que peut-être qu'ils vous le partageront, donc vous les aurez certainement. Voilà. Maintenant, la dernière préoccupation, est-ce qu'il y a des logiciels de simulation en temps réel pour pouvoir, par exemple, développer des applications avant d'envoyer ça, avant de réaliser les cartes? Oui, bien sûr. Euh, Quand je prends par exemple EasyEDA, donc il y a une partie visualisation, il y a une partie simulation de cartes. Et si tu veux par exemple faire ta simulation là-dessus, moi le logiciel que j'utilise pour faire mes simulations, alors donc Oui. c'est LT Spice, donc qui lui est un logiciel professionnel pour tout ce qui est simulation de cartes électroniques, pour pouvoir concevoir tes alignes, pour pouvoir concevoir toutes les cartes électroniques que tu veux faire. Donc tu pourras simuler tes circuits, ou bien tu le fais en laboratoire avec les OSIO, les GPF et tout ce qui va avec. Mais LT Spice, tu fais ça, Protege, tu fais une simulation, KiCad également, tu fais une simulation. Presque tous les logiciels standards qu'on a dans le milieu scolaire, ils font les simulations. Tu arrives à avoir tes signaux avant de pouvoir te lancer vraiment dans la prod, quoi. OK. C'est ça. OK, merci bien. Oui, Quadio, qui a levé sa main, je pense. Ou, Oui, c'était moi. OK. il n'y a pas d'autres questions? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter la séance. On a quand même fait beaucoup d'heures. Ah, donc, comme je disais, pour essayer de clôturer un peu, donc, le milieu des systèmes embarqués, il n'y a pas que la conception électronique qui est faite, mais il y a d'autres secteurs. Oui, Ali, tu peux poser ta question. Mais j'aimerais savoir, concernant les composants qui vont se trouver sur la carte, Oui, comment repérer les besoins? Je vais dire, on n'a pas assez d'idées sur les différents. Bon, moi, perso, je n'ai pas d'idées sur les différents composants déjà. Et lorsque on veut résoudre un problème, comment repérer les différents objets dont on pourra se servir pour concevoir la carte? en électronique, il y a une matière qu'on appelle conception électronique ou dimensionnement de composants. Alors, donc là-bas, on t'apprend à pouvoir faire le choix des différents composants électroniques qui vont avec. Mais il y a un truc, si tu n'arrives pas peut-être à faire ce choix de dimensionnement de composants là, tu peux par exemple t'associer avec quelqu'un qui est un peu plus expérimenté que toi en électronique pour pouvoir t'aider sur ce côté-là. Tu vois, c'est la chose la plus simple pour pouvoir le faire. Sinon, tu regardes un peu les tutoriels sur Internet, c'est la meilleure manière d'apprendre. Regarder les tutoriels, voir comment est-ce que tu Google, comment est-ce qu'on choisit tel composant par rapport à telle valeur. C'est la chose la plus simple à faire. OK, merci bien, monsieur. Ouais. Donc, comme je disais, il n'y a pas que le milieu de la conception électronique qui existe dans l'environnement de système embarqué. Il y a d'autres éléments. Donc, on peut être aux achats, on peut faire de l'avant-vente, on peut faire du commercial, on peut faire également du design art, de la validation. Donc, il y a vraiment plein de branches qui sont liées à ça. Et en plus, en le faisant, il faut être sûr d'être dans le bon environnement. Il faut pouvoir respecter les normes qui sont régies par l'environnement dans lequel tu travailles. Et ça fera de toi un excellent collaborateur, un excellent technicien ou un excellent directeur sur ta solution que tu fais. Pour la petite histoire, en termes de conception de système, nous, par exemple, quand on démarrait nos activités, le premier essai qu'on a fait d'acheter une carte en Chine, on a, comment dire, des tout petits modules parce qu'en fait, à la base, on avait un système qui était un peu archaïque. On avait fabriqué des capteurs de présence qu'on installait un peu partout dans plein soit des hôtels, soit des appartements. Et on s'est rendu compte que le système qu'on fabriquait ici, c'était un peu archaïque. Donc, on avait refait la coque, on avait trouvé des coques en Chine et on avait refait la carte électronique. Donc, on a vu que c'était plus professionnel de pouvoir faire les impressions en Chine. Donc, on a fait toutes nos coques et nos cartes nous sont revenus à, je pense, 30 ou 35 000 même, avec la livraison sur Abidjan compris. On avait reçu 15 cartes, tout déjà fait, on a assemblé,
les assemblées ici et on a installé ces différents détecteurs-là qui commandent des luminaires dans les différents couloirs. On a un immeuble à la Palmyre, on en a installé plus de 5 et on en a installé aussi dans certains appartements où c'était plus dans les douches pour faciliter vu qu'il fallait automatiser l'usage du courant dans ces différents endroits-là. Donc on l'a fait, on a vu que ça marchait et par la suite, on s'est lancé vraiment dans ce milieu de conception de produits connectés qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu faire plein d'autres choses à travers cette entrée dans le marché là. Donc, je pense qu'on a fait tout le point qui sont liés en gros au milieu. Donc vraiment, c'est juste une introduction au système embarqué, à l'Internet des objets, aux objets connectés. C'est vraiment juste l'entrée en matière. Il y a d'autres choses encore qu'il faut apprendre, mais ça, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment s'investir dans ce milieu-là. Mais déjà, avec ces notions de base-là, on a une grande visibilité sur tout. Oui, dis-moi, on est pour la dernière question et puis on va passer à autre chose. Bon, monsieur, comme vous, bon, vous avez un groupe, une certaine notoriété. Maintenant, comment vous vous êtes assuré cette notoriété sur le marché pour avoir même des marchés à l'international? Déjà, il faut dire qu'on est parti du fait que alors, donc, la première étape, quand on était encore sur le banc, on a fait tout ce qu'on fait, aller fouiller sur Internet, concevoir des systèmes et faire des démos. C'est ce que nous tous on a fait. Et dans ces démos-là, on est passé d'atelier en atelier et il y avait une journée qui était organisée quand on était encore sur le banc à l'école, qui était la journée de l'électronicien. On a participé à ça. Certains visiteurs sont passés, ils ont vu que ah, ce que vous faites là, c'est très important, ça nous plaît. On a besoin de vous pour travailler sur une solution. Et ils nous ont recrutés, on allait travailler sur leur solution. Donc, c'était de construire un système domotique. C'était un showroom domotique on a conçu pour le client qui, par la suite, finalement, décide de nous garder, donc de nous embaucher dans son entreprise. Et c'est parti ainsi. Et de là, vu qu'on avait déjà des amis promotionnels qui savaient qu'on faisait ce métier-là, quand ils sont entrés en entreprise, nous ont recommandé pour certains autres de leurs clients et de là est parti le fait tu vois, de petits projets en petits projets, on est tombé sur des très gros projets qui par la suite nous ont lancés dans le milieu, quoi. Donc au départ, on a commencé par la conception de tout ce qui est système objet connecté, mais qui était appliqué à la domotique. Donc, il faut dire que moi, j'ai passé beaucoup d'années à faire de la domotique. C'est une très belle expérience de la domotique. Je suis vraiment un bon intégrateur de solutions domotiques. Donc, tout ce qui est solution open source, tout ce qui est solution propriétaire, quand on parle du Loxone, du Kainis, du Deltador, du Xiaomi, toutes les solutions domotiques qui existent, c'est des solutions qu'on a carrément déployées dans plein de bâtiments bien ici qui sont fonctionnels, que tu continues de fonctionner avec les systèmes de reconnaissance des plaques d'immatriculation ou quand le véhicule arrive, tu n'as pas besoin d'appuyer quelque chose, la voiture reconnaît sa plaque d'immatriculation, le portail s'ouvre, ça rentre toute une maison qui est domotisée, la piscine qui se ferme seule, faut juste parler ou appuyer sur un bouton, le sucre se déploie et ça fait rentrer. Bon, il y a plein de choses. Donc, sur des petits projets, qu'on est parti pour arriver sur des recommandations, on est arrivé sur de grands projets et par la suite, on a, au fur et à mesure que tu as de l'expérience, tu actualises ton profil sur des plateformes telles que LinkedIn, telles que les autres plateformes. Et par la suite, on va ton expertise, certaines entités extérieures te contactent qui ont besoin de tes connaissances pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Et c'est de là que tout part, quoi. On part à la base de quelque chose et au fur et à mesure qu'on se développe, on apprend à s'améliorer, et puis après, on arrive à un certain état où on arrive à intervenir à l'international aussi, quoi. C'est un peu ça. Donc, ne néglige pas le petit projet que tu fais. Donne-lui juste de la valeur, même quel que soit qu'il soit petit, comment. Si tu arrives juste à te vendre, il faut avoir cette charge-là, cette bouche de pouvoir vendre ton produit comme si le produit était waouh, tu vois, non? Et de là, ça te donne la possibilité de pouvoir entrer dans d'autres secteurs, dans d'autres marchés. Sinon, c'est pas comme si un marché il est fermé ou le truc qu'il y a, en fait, il y a du boulot, mais on se rate mal. Et on veut forcément attendre que l'autre vienne nous recruter. Pourtant, nous-mêmes, à la base, on est cet élément qui va déclencher le fait que les autres aient besoin de nous. Si on ne fait rien, si on attend que quelqu'un d'autre vienne nous recruter, on ne pourra pas. Mais si déjà on produit quelque chose, on arrive à montrer qu'on le fait, on le fait bien, et on a la compétence pour le faire,
on te fait des recommandations. On dit, ah, telle personne fait tel truc, il est très bon dedans. Tu peux aller vers lui, il va faire ce produit-là pour toi. Et de bouche à oreille, ça arrive loin et tu peux arriver très loin. C'est comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette présentation et laisser la main à HFAB pour clôturer cette section. J'ai enregistré le webinaire, donc je pense qu'on vous partagera la vidéo de présentation de ce qu'on a fait. Ali a D'accord. levé sa main. Je ne sais pas si tu as l'accepté qu'il réponde, sinon tu prends la main. Bon, il peut poser sa question, mais ça sera la dernière. Comme il est déjà 18 heures. OK. OK, monsieur, je voulais savoir, après Oui. la conception de l'objet, quels sont les outils dont on peut se servir pour faire la phase de la programmation? Déjà, dans tout ce qui est conception d'objets connectés, il y a plusieurs phases. Donc, comme je l'ai dit, il y a la phase mécanique, il y a la phase électronique et il y a la phase informatique. Donc, la phase mécanique, pour pouvoir le faire, un logiciel simple qui veut te permettre de pouvoir faire de tout ce qui est design, 3D, tout ce qui est mécanique, c'est d'utiliser Fusion 360. Ça existe. Avec un compte étudiant où tu peux avoir l'accès à ça pendant 1 an gratuitement sans payer quelque chose. Et si tu es professionnel, que tu es dans le milieu, tu peux aussi faire la demande avec ton compte professionnel. Tu as assez accès à ça. C'est très, très simple pour avoir Fusion 360 pour pouvoir. J'ai déjà fait la partie mécanique. Et donc, la partie électronique, il y a aussi. Donc, c'est des signaux. Donc, savoir que ton équipement a besoin de fonctionner en 5 volts, en 12 volts, en 20 volts. Ça, c'est la partie électronique. Et ajouter à ça, il y a la partie programmation. Donc, il y a certaines cartes qui sont les plus simples à utiliser. Donc, qui sont les cartes que vous connaissez déjà. Donc, les cartes Arduino, les cartes ESP32, ESP 8266, les cartes Raspberry qui, elles, sont programmables. Donc, en gros, c'est des composants électroniques, mais tu peux écrire un programme là-dessus qui vont commander soit un ventilateur, soit une ampoule. Et je vous ai montré le site là, le Random Tutorial, qui lui propose il montre comment est-ce qu'on arrive à commander ces différents. Il explique ça simplement et terre à terre. C'est vraiment très simple pour celui qui veut apprendre ce truc-là. Donc, tu peux essayer, tu peux voir, tu peux aller sur le site, tu peux regarder, voir à quoi ça ressemble, prendre tes petits composants que tu as déjà commandé à allumer une LED, 2 LED, 3 LED. Quand tu comprends le principe, tu peux maintenant essayer d'intégrer d'autres éléments. Vraiment, il te donne de très bons trucs pour pouvoir faire des, certains petits enfin, tutoriels que tu veux. Alors, OK, merci à d'autres vous, monsieur. demandent besoin de votre numéro de téléphone. Euh, alors, c'est simple, je préfère donner le numéro de IoT Ivoire. Alors, Google IoTivoire.com, IoT-ivoire.com. Voilà, donc c'est www. Vous allez là-bas, vous allez avoir toutes les informations. Alors, je mets mon numéro 05 44 77 44 55. Alors, si vous n'arrivez pas, vous me laissez un. Au pire, vous récupérez mon. Vous allez sur LinkedIn, vous allez voir mon profil sur LinkedIn et vous me. Ah, tiens, je n'arrive pas à envoyer de message, je ne sais pas pourquoi. Si j'ai pas la main, peut-être. Attendez, je vous montre mon profil LinkedIn. Vous pouvez m'écrire directement là-bas pour faire plus simple. Alors, Monsieur Yao, oui, vous pouvez dicter, je vais écrire. Quand vous n'arrivez pas depuis votre ordinateur. ok. Alors, c'est le, c'est le 05 44 77 44 55. 05 44 77 44 55. Ou vous m'écrivez directement sur mon profil LinkedIn.
Voilà, Jean-Prosper Yao, avec cette tête, vous allez me voir, forcément. Sur LinkedIn, vous cherchez Jean-Prosper Yao, vous allez forcément me voir. Je peux me laisser un message, je pourrai vous répondre. Donc, ça sera plus Bon, simple de m'avoir sur LinkedIn. C'est plus simple de m'avoir là-bas qu'ailleurs, je vous dis ça en même temps. C'est très simple de m'avoir sur LinkedIn qu'ailleurs. Donc, c'est bon là, je peux me déconnecter, arrêter le partage. bon, je pense que c'est bon, hein. Ok, ça marche. Bon, s'il y a plus personne qui a des questions, je vais dire, on va dire merci au formateur. Merci, Monsieur Prosper Yao, de nous avoir de nous avoir beaucoup enrichi sur ce thème. Merci Et à je vous. pense que vous êtes armé, hein, pour commencer déjà à faire des tests, à utiliser les logiciels que vous avez dit et puis choisir les nôtres, ce qui nous sied. On C'est va dire ça. aussi merci aux participants d'être restés jusqu'à la fin. Et nous vous invitons à nous suivre sur nos sur nos pages Facebook, LinkedIn, X et autres. Merci à vous. Je vois dans le chat, on demande l'enregistrement. Voilà, j'ai dit un peu plus haut que ça sera disponible sur notre chaîne YouTube HFab Lab. Donc, je crois que d'ici demain, vous pourrez trouver ça d'ici lundi plutôt, vous pourrez trouver ça sur notre chaîne. Donc, nous vous invitons à nous suivre sur nos différents comptes sociaux. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Les contacts sont sur cette slide juste en bas. J'ai aussi entendu les questions sur Arduino, la programmation Fusion 360. Et je tiens à vous informer que nous faisons des formations ici aussi sur ces différents modules-là. Donc, nous vous invitons, vous pouvez nous contacter et tout ça. Il y a aussi la formation de Fab Lab Manager qui commence en début mars. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à passer directement au lab. Nous sommes à Bingerville, en face de la Cité de la Seine. Nous vous enverrons des mails pour être un peu plus explicite sur ces formations-là. Et puis aussi un lien WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient poser plus de questions et tout ça. Ça marche. Vous me recevez? La petite précision, Oui, je on suis vous celui qui entend. fait les formations à HFAB électronique. Il est très, très performant. Il est très... Ça, je vous le confirme. Donc, je vous invite à participer à ces formations. Il est très, très bon. Non, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Fab Lab Manager, c'est une personne expérimentée en, en Fab Lab dans l'utilisation de toutes les machines, notamment euh, la découpe laser, la fraiseuse numérique, l'imprimante 3D et tout ce qui est électronique, y compris dans le management. Donc, on vous en fera plus de détails, comme je l'ai dit, par mail, sur les montants et autres. Donc, je pense que si personne n'a de questions, on va clôturer ce webinaire et on va se dire à la prochaine. C'est bon pour tout le monde? Ah, je pense que Oui, c'est ça va. bon, hein.
On aura peut-être un autre webinaire. Invitez-nous pour qu'on participe. Peut-être on parlera plus de domotique pour être plus précis. Et je pense que si HFA le permet, on parlera plus, on rentrera plus dans les détails cette fois-ci. On fera peut-être même des expériences techniques pour ceux qui veulent bien avoir encore plus d'expérience là-dessus, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, la voiture vient juste de démarrer. Donc, on va se laisser sur ces termes et on se dit à lundi après la victoire des éléphants. Allez, à lundi. Merci. Merci. Merci à vous aussi.